Jérémy, tu as écrit un livre, je crois, en 1995, qui était Le serpent cosmique, les DAM et l'origine du savoir, qui a eu un certain succès et a fait pas mal de bruit dans le domaine des sciences, soit anthropologiques et biologie. Est-ce que tu es satisfait de ce qui s'est passé ou ton projet était plus vaste? Oh, tu poses une question complexe et je voudrais pouvoir répondre clairement. Et je pense que la façon la plus honnête de répondre, c'est un peu chronologiquement. Ce que je pensais en écrivant ce livre, c'est que ça allait faire beaucoup de bruit et que ça allait mettre le fait sur la table que les savoirs des peuples indigènes qu'on avait jusque-là ridiculisés et disqualifiés disaient des choses qui correspondaient à ce que la science de pointe découvrait en matière de biologie moléculaire et qu'il y avait, comment dire, personnellement, je pensais que ça allait faire les titres des journaux. Donc je m'attendais à une grande réaction. Et ensuite, il n'y a pas eu du tout le genre de réaction que je pensais. Alors j'ai dû faire un travail psychanalytique sur moi-même. Mais j'avais 21 ans, ou non, qu'est-ce que je dis, quand j'écrivais, j'avais 23 ans de moins. J'étais un jeune homme de 33-34 ans. Et j'aurais voulu la gloire, je m'attendais à ce qu'il y ait des conférences de presse, des tapis rouges. Je pensais, alors c'est bête, mais c'est au moins honnête. Et ensuite, pour moi, le silence qu'il y a eu, disons juste le désintérêt, ou pour moi, il était assourdissant. J'avais l'impression que, puisque, en fin de compte, on ignorait ce livre, qu'on me traitait comme un Indien d'Amazonie. Moi, le docteur de l'université de Stanford, homme blanc avec des yeux bleus, on me traitait comme un vulgaire Indien d'Amazonie. J'ai dû prendre un peu de temps pour accepter que c'était les faits. Et ensuite, le taoïsme, et j'ai commencé les questions que j'ai même posées à l'ayahuasca, c'est comment traiter avec le fait d'être ignoré. C'est-à-dire que même pas critiquer, juste ignorer. Pas passer en revue dans les journaux d'anthropologie. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui appréciaient ce livre, un petit peu dans les marges, et c'est avec la marge que l'on tient la page, disait Godard, voilà, j'ai appris ben oui, être marginalisé, c'est pas si mal. Sortir du jeu, c'est-à-dire vous voulez pas danser avec moi, et ben ne savez pas quoi, moi je veux pas danser avec vous. Et puis je suis libre de sortir de ce jeu-là. Et donc, et ensuite j'ai vu que ce serpent cosmique, il faisait son chemin comme un serpent, un petit peu dans les marges, subrepticement. Et il excitait les psychologues, il excitait même les biologistes. Les anthropologues, je sais pas quoi, frigides ou quoi. Et j'ai appris, je remercie mes critiques. Je te donne la longue réponse, hein, si tu veux. Un certain Jean Stone, qui dirigeait, là, je crois, l'Université libre de Paris, un truc comme ça. Il avait fait une critique après une année du serpent cosmique, pour dire que c'était un projet qui faisait menacer le rationalisme lui-même de schizophrénie.
Et le fait de mettre sur le même pied ce que les Indiens disaient avec ce que les biologistes moléculaires disaient, c'était une menace pour le fondement même de la démarche rationnelle. De faire deux façons de connaître en même temps. Et c'était en essayant de digérer cette critique que je me suis rendu compte, non, je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment dire. Ce que je voulais vraiment dire, c'est non, ce n'est pas une schizophrénie, c'est une sorte de bilinguisme que je propose. Plus précisément, bicognitivisme. Donc la critique m'a servi. C'était un livre, je me suis rendu compte, je l'ai écrit comme activiste, mais oui, un peu comme un hérétique qui voulait rompre le silence. J'avais envie qu'il soit finalement difficile à digérer, c'est-à-dire qu'une sorte d'os que la machine devait ronger. Ça pouvait pas, la machine ne pouvait pas simplement le prendre comme un bout de viande et puis l'avaler, il devait le travailler, et ça devait provoquer une réaction. Et puis à la longue, le jeune homme qui a écrit le bouquin et qui voulait une réaction rapide et qui ne l'a pas eu, en fait ce qu'il a eu c'était une vraie réaction lente, où c'était vraiment vrai que ce livre a été un fervent ferment. Alors tu dis qu'il a été un best-seller, etc. Je crois qu'il a dû vendre peut-être 300 000 exemplaires en tout et pour tout, toutes langues confondues jusqu'à aujourd'hui, mais ça continue. Mais c'est pas un best-seller de 1, 2, 3, 6, 10 millions. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'avec seulement 300 000 exemplaires vendus, c'est un livre qui m'a rempli ma boîte email, qui m'a donné une réputation, qui a ouvert beaucoup de portes. Et en fait, beaucoup de gens, c'est pas n'importe qui l'a lu, c'est-à-dire beaucoup de gens dans leur domaine, je reçois toutes sortes des gens qui sont des artistes, ou des sculpteurs, ou des botanistes, ou des sages-femmes, de toutes sortes de rayons. Et ça, c'est une grande satisfaction, c'est-à-dire que les lecteurs sont à l'image du livre, à multifacettes, et puis des gens souvent qui essayent de faire dans le bicognitiviste, qui essayent d'aller entre les mondes et entre les cultures, et puis voilà. Puis je crois aussi que c'est aussi pour ça que c'est un livre qui a résonné, parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus multiculturel, de plus en plus rapidement et intensément, et puis la multiculturalité, elle n'est pas encore très bien pensée, mais c'est un livre qui essaye d'une façon engagée à simplement fait l'effort de penser la pensée amazonienne d'un point de vue européen et vice-versa, et comment est-ce qu'on peut faire des allers-retours entre les deux si on a envie de le faire. Voilà. Oui, et justement, ce mouvement a été continué après dans l'intelligence de la nature, dans le sens que là, ce n'est plus seulement la multiplicité de l'intelligence humaine, mais c'est la multiplicité de l'intelligence du vivant. Exact. Donc tu as dépassé complètement la limite, tu es passé au-dessus de la limite entre modalité d'être des humains, et tu es passé dans la continuité, la multiplicité de l'intelligence de la vie dans toutes ses formes possibles. Est-ce que ce livre a eu l'effet que tu désirais en l'écrivant? Est-ce que les gens t'ont suivi dans ce cheminement encore plus extrême, sur un certain, plus radical, si tu veux, sur un certain point de vue? Ouais, je te remercie beaucoup pour la question, elle me fait plaisir qu'on me la pose. C'est vrai que en commençant Le Serpent Cosmique, je me pensais comme un anthropologue
qui avait étudié d'autres êtres humains et leur culture en Amazonie, et qui essayait de rendre ces façons humaines d'aborder la connaissance compréhensibles à des humains dans ma culture, on va dire, européenne, en langue française et anglaise, et ainsi de suite, aux intellectuels dans les universités, l'intelligentsia internationale, on va dire. Et donc c'était un livre anthropocentrique. C'est par un humain, sur des humains. En même temps, en me penchant sur les systèmes de connaître amazoniens, eux-mêmes pensaient le monde comme étant sans cette barrière entre les humains et les autres espèces. Et d'ailleurs, c'était ce qu'il y avait au centre de leur chamanisme. Et aussi, il faut dire qu'en combinant chamanisme et biologie moléculaire, comme le livre Serpent cosmique le fait, en regardant le monde à travers ces deux grilles de lecture superposées, effectivement, le monde vivant semblait rempli d'intelligence. L'ADN lui-même est non pas seulement une molécule, mais une sorte de texte. Et juste le comportement des cellules, même des protéines individuelles, sans parler des organismes multicellulaires. Et donc, le fait d'avoir fait le travail présenté dans le Serpent cosmique m'a mené à sortir de mon anthropocentrisme d'anthropologue, de l'humain qui étudie l'humain. Et la proposition des Amazoniens, c'est précisément humain, s'applique à tous les organismes qui nous entourent. Le colibri est un achaninka, le manioc aussi. Nous sommes tous des achaninka, nous sommes tous des humains. Voilà, et alors il m'a semblé effectivement qu'une proposition radicale pour un anthropologue occidental, parce que finalement c'est qui je suis, personne d'autre, juste un anthropologue occidental à la fin, au début du XXIe siècle. Ben oui, et si on suivait les Amazoniens dans leur considération d'un monde naturel rempli d'intention et d'intelligence, au contraire de ce que nous présupposons pour faire de la science. Jacques Monod a dit que c'était la pierre angulaire de la méthode scientifique, sans quoi il n'y avait pas de science possible. C'était de considérer qu'il ne pouvait y avoir d'intention dans la nature. Faire de la science, c'est regarder la nature froidement, c'est regarder tous ces êtres comme des objets, c'est les objectiver, c'est refuser d'avoir une relation avec elle, alors que la proposition animiste, chamanique, amazonienne est de considérer que si le colibri est un humain, et le manioc aussi, c'est qu'on est de la même famille, c'est des gens, c'est des personnes avec qui il faut avoir des relations. Et la façon de les connaître, c'est en ayant des relations avec elles. C'est comment est-ce qu'on connaît une personne, c'est en ayant des relations avec elle, c'est pas en étudiant la taille de ses genoux. Donc oui, voilà, intelligence dans la nature fait ce pas, mais en l'emballant dans un narratif, oui, c'est un emballage, c'est comme enrober quelque chose d'amer, qui est la vérité, avec du sucre, qui est le narratif. Et puis, donc, c'est l'histoire d'un anthropologue qui, ayant parlé avec des chamans amazoniens, va avec l'idée qu'il y a une intelligence à l'œuvre dans les invertébrés, dans les unicellulaires, et on quitte délibérément le niveau moléculaire du serpent cosmique, l'ADN et les origines du savoir, et on retourne au niveau de l'organisme, des abeilles, des amibes visqueuses et des plantes dénuées de cerveau. Et on va dans les labos, à ce moment-là, 2003, 2004, c'est une sorte d'arrêt sur image, la science au début du XXIe siècle, d'Édimbourg à Tokyo. Et traitant les scientifiques comme des chamans amazoniens, que dites-vous?
Que dites-vous? Et puis ensuite, le job de l'anthropologue, c'est de transcrire, c'est d'aller déjà tendre le microphone, de faire attention, de relayer les concepts. Et voilà-t-il pas que ces différents chercheurs confirment que les plantes individuelles, le brin d'herbe est un organisme qui perçoit, qui communique, qui apprend, qui se souvient, qui reconnaît ses semblables. Un seul brin d'herbe. Ou alors les abeilles avec des cerveaux grands comme un grain de sucre pensent que leur mini-cerveau gère des concepts abstraits. C'est démontré en laboratoire désormais. Il n'y a pas besoin d'une colonne vertébrale pour penser. Oui. Donc, une moisissure visqueuse unicellulaire réussit à calculer le chemin le plus court dans un labyrinthe. Alors, où est la calculette et comment ça marche, on ne sait pas, mais les résultats indiquent que cette déclaration est vraie. Donc, il y a de moins en moins de scientifiques, en vérité, qui considèrent les êtres biologiques comme des mécanismes automatiques et quelque part juste des objets. Et on reconnaît de plus en plus que, eh bien, réflexion faite, oui, il y a des philosophes actuellement qui écrivent des livres comme Plants as Persons, les plantes en tant que personnes. Alors qu'est-ce que ça veut dire personne? Mais oui, à partir du moment, si vous pouvez apprendre, vous êtes une personne, c'est une définition possible. Il y a différentes définitions possibles, c'est comme avec le mot intelligence d'ailleurs. Une chose qu'on apprend en se penchant sur la question d'intelligence dans la nature, c'est qu'il est important de faire attention aux mots qu'on utilise. Intelligence dans la nature est une sorte de contradiction dans les termes si on prend les mots au sérieux. Intelligence a longtemps été conçue comme une exclusivité humaine. Et donc la grande majorité des définitions de ce mot sont en termes exclusivement humains et donc il ne peut pas être appliqué aux autres espèces. Tandis que le mot nature, si on regarde dans le dictionnaire, se réfère au phénomène du monde, les plantes, les animaux et le paysage, à l'exclusion des humains et des créations humaines. Donc intelligence exclut les non-humains et nature exclut les humains. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence dans la nature, ça veut dire que nos concepts manquent d'intelligence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça au-delà de la formule? Ça veut dire que si on parle en français, mais ça peut être l'italien, l'espagnol ou l'anglais, ça ne change pas parce que ce sont tous des langues latines, et oui, y compris l'anglais, à plus de 80% c'est des mots latins. En parlant une de ces langues européennes modernes, nous avons des mots qui nous sortent de notre bouche et qui portent des jugements sur le monde ou contiennent des a priori par rapport au monde, et on fait bien de les analyser avant de les utiliser. Et des mots, ben oui, le mot nature met une distance entre nous et toutes les autres espèces. Donc, alors comment faire concrètement? Parce que je dirais, amis de la nature, sachez que lorsque vous utilisez le mot nature, vous projetez une différence entre vous-même et les autres espèces, sans même vous en rendre compte. Alors ils disent, bon, alors qu'est-ce que vous nous dites? Qu'on ne doit plus utiliser le mot nature? Non, parce que le mot, on se comprend, la nature c'est un raccourci utile parfois, mais oui, on peut éviter de l'utiliser 8 fois sur 10 en disant plantes et animaux, pour faire simple. Ou bien biosphère, pour faire un peu plus sophistiqué.
c'est que en gérant, en prononçant le mot nature et en gérant ce concept, ça veut dire regarder le monde d'une certaine façon qui distancie l'humain du reste et transforme le reste en sorte de spectacle observable, alors que on est dedans et il convient de s'en rendre compte et de reprendre conscience des relations que nous avons. Donc, en quelque sorte, le livre L'intelligence de la nature a été un outil que tu as lancé dans la culture européenne, et pas seulement européenne, avec le but de montrer que cette séparation qui vient de l'histoire de la culture grecque, et puis du christianisme, et puis de toute notre histoire, est une séparation qui conceptuelle et qui a fait plus de dégâts que d'acquisitions scientifiques. Non? C'est un dépassement qui permet de passer à un niveau de connaissance plus profond des choses. Et je pense que ce livre a travaillé dans ce sens-là, là où il a été croqué, non? Là où il a été métabolisé. Dans ce sens-là, ça fait quelques années, c'était l'expérience qui produisait davantage chez les Occidentaux ce clic, ce passage, était l'utilisation de l'ayahuasca dans un contexte plus ou moins rituel. Est-ce que tu penses qu'encore aujourd'hui, ce qui est en train de se passer actuellement, par exemple, il y a en Italie une quantité de séminaires qui se font avec l'utilisation de l'ayahuasca et d'autres plantes, etc. Mais est-ce que tu penses qu'encore cette diffusion de l'ayahuasca peut avoir cette fonction d'augmentation d'une conscience qui dépasse la séparation entre les humains et la nature? Donc, il faut encore souhaiter que le plus grand nombre de gens puissent passer à travers cette expérience pour avoir une augmentation de la conscience et de la connaissance du monde. Alors, d'accord pour la question. Et ce que je répondrai, c'est que dans la première partie, si on regarde des études comme celle de Benny Shannon, par exemple, je crois qui a étudié donc, des centaines d'utilisateurs d'ayahuasca sur plus d'une décade. Le premier effet que les gens rapportent est qu'ils se sentent plus proches de la nature. Donc oui, ça paraît une évidence. Ça ne veut pas dire que cet effet aura lieu chez tout le monde, mais ça paraît effectivement quelque chose. Les gens se sentent aussi plus en connexion avec leur corps. Bon, ça c'est évident, c'est une expérience tellement viscérale déjà. Avant d'être aussi une expérience, on va dire, cérébrale, mentale, spirituelle, ou ainsi de suite. Donc, oui. Par contre, la deuxième partie de ta question, tu dis, bon, alors si c'est vrai que, si je résume ta question, si c'est vrai que ça met les gens, ça les réconcilie rapidement avec la nature, pour faire bref, et que le problème justement chez nous, c'est qu'on a coupé ce contact avec la nature et on a besoin de leur... Donc, il faudrait que le plus grand nombre boive la chose. Non, non. Il faudrait que le plus grand nombre boive. Non. Plusieurs problèmes avec cette phrase. Déjà, il faudrait que, ou il faut que, qui suis-je lorsqu'il s'agit d'hallucinogènes? Il n'incombe à personne d'encourager qui que ce soit d'en prendre. C'est une décision hautement personnelle et risquée pour la psyché. Donc vous ne pouvez pas savoir, jusqu'à ce que vous ayez fait cette expérience, si vous êtes borderline ou pas. Et une fois que vous avez absorbé la substance, eh bien, ça peut être trop tard. Donc, n'importe qui prend une de ces plantes ou substances prend ce risque.
Et voilà. Alors j'estime que c'est à tout un chacun, c'est pas à des gens de légiférer et de dire c'est interdit de prendre ce risque, mais c'est votre psyché, vous en avez qu'une, et en prenant des psychédéliques hallucinogènes, vous prenez ce risque, qui est petit mais qui existe. Mais là c'est le problème avec il faudrait que qui que ce soit, sans même parler du grand nombre. Ensuite, le grand nombre, c'est la deuxième question. Aldous Huxley pensait, c'est pour le petit nombre. Oui, et donc on l'accuse d'élitisme. Mais il disait, oui, c'est pour les penseurs, c'est pour les artistes, c'est pour les architectes, c'est pour les gens qui font bouger les perceptions des choses. C'est pas la tasse de thé de tout le monde. C'est une expérience difficile, c'est des épreuves, ça purge. C'est compliqué et donc on ne saurait recommander son utilisation à grande échelle. Et je pense que les gens qui alors estiment qu'ils bénéficient de cette médecine, les gens qui ont accès à cette médecine et qui en bénéficient, quand je dis médecine, c'est qu'ils ne sont même pas forcément malades, mais ils disent ça va me rendre plus créatif et ainsi de suite. Eh bien voilà, qu'ils fassent rayonner cette conscience à travers leur créativité. Et ça veut dire que le grand nombre sera atteint par cette conscience et ce point de vue, sans même que le grand nombre doive prendre le risque de prendre la substance. Voilà la façon de faire rayonner cette conscience. C'est une réponse possible à ta question. C'est parfait. Je ne sais pas, Lélia, si tu as... D'ailleurs, je pense que c'est une stratégie que pas mal de populations dans le monde ont mis en forme. Oui. Non? Ben oui. Si on pense, par exemple, si on pense à l'Afrique ou si on pense aux traditions chamaniques, mais oui, c'est minoritaire. C'est minoritaire ou c'est toujours à des doses très minimes, presque homéopathiques. C'est que tu donnes aux autres, justement, dans cette logique de transmettre cette connexion sans que tout le monde prenne le risque d'arriver au bout là où tu peux te perdre. Et aussi les rares sociétés où, par exemple, 75% des Jivaro, à l'époque où Michael Harner les a étudiés, prenaient de l'ayahuasca ou le datem, et il décrit un monde complètement parano et archi-violent. Exactement. Donc, tant mieux que ça reste minoritaire et un petit peu... Et justement, la population joue un rôle de vigilance sur le chaman. Et c'est pour ça, je crois qu'Alfred Métro a mis la communauté dans la définition même du chaman. Le chamanisme, le chaman est une personne qui, il faut contrôler, il faut superviser. Par profession et au nom de la communauté, entretient un commerce intermittent avec les esprits de la nature. Au nom de la communauté. Et puis, voilà, donc où est-ce qu'on en était?